qu'on constate aujourd'hui, c'est que le marché, il est vraiment piloté par les professionnels, institutionnels et professionnels de manière générale. On a très, très peu de retail dans le marché. On a le grand public n'est toujours pas là et c'est vrai que la question, c'est, à quel moment le public, finira par arriver sur le marché, quoi. Hier, je regardais Squeezie en stream et Squeezie a parlé d'investir, des capitaux dans les cryptos. Est-ce que est-ce que c'est un signal? Je sais pas, mais ça m'a un petit peu interpellé. Il a dit crypto ou il a dit Bitcoin? Il a dit crypto. Ouais, bon, je vais peut-être l'unfollow alors. Top de marché, putain. On est au top. Ouais, bah, C'est c'est la c'est fin. exactement ce que je me suis dit. Je fais: «Mais est-ce que c'est possible qu'on soit au top aujourd'hui?» Pour autant, il y a quand même très, très peu de grand public, enfin de acteurs, En fait, je pense que retail dans le marché. le paysage médiatique aujourd'hui est un peu en train de changer parce que en fait, on a atteint une telle capitalisation sur Bitcoin et sur les cryptos en général qu'un mouvement organique de la population peut impacter les marchés seulement si on est vraiment à plusieurs millions d'utilisateurs ou et plusieurs milliards de dollars qui rentrent sur le marché. Et donc là, aujourd'hui, pour faire bouger le marché, bah, on a en soi la même demande retail qu'il y a 5 ans et que dans les prochains, que dans les cycles précédents. Mais pour qu'on bouge avec une telle capitalisation, on a besoin de gros fonds, donc on a besoin des investisseurs professionnels. Donc c'est pour ça que ils ont autant d'impact sur le marché, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire bouger, quoi. Une belle impulsion qui a eu lieu il y a quelques jours, sur le marché, actions, blockchain, on va dire, et sur les cryptos également avec, bah, notamment un gap CME qui s'est créé là dans la nuit de dimanche à lundi. Un gap CME, qui est voilà, autour de 58 000 $ le bas de ce gap CME. Donc il y a toujours le débat de est-ce qu'on va combler le gap, est-ce qu'on va pas combler le gap, est-ce que c'est un gap de rupture, est-ce que c'est un gap standard. Un gap de rupture aura tendance à rester ouvert plus longtemps avec, bah, il marque une fracture dans un marché qui passe plutôt positif ou négatif si c'est plutôt un gap à la baisse. Là, en l'occurrence, c'est un gap à la hausse qui a en fait laissé vraiment une zone de prix où il n'y a pas eu de trade sur les CME. Donc, peut se poser la question de est-ce qu'on va rejoindre à un moment les 58 000 $ sur une mèche impulsive pour aller combler ce gap-là ou est-ce que bah, on va le laisser ouvert et on va aller bien, bien, bien plus haut, laissant ça derrière nous pour un éventuel bear market, par exemple. Et après, l'impact de MTGOX en termes de vente, est-ce que ce sera si important que ça? J'y crois pas forcément. Je pense qu'il y a une partie quand même des gens qui étaient sur MTGOX à l'époque qui sont des maximalistes Bitcoin, donc en tout cas qui croient vraiment à Bitcoin et qui vont conserver et qui vont conserver leur BTC. Je pense que le marché l'a déjà plutôt bien anticipé. Ça, plus le gouvernement allemand qui vend ses bitcoins, plus pas mal de petits mineurs, si je dis pas de bêtises. Marius, je sais pas si si t'as creusé un peu, et si tu peux confirmer qui ont dû débrancher ou qui ont dû vendre pas mal de leurs réserves de BTC pour tenir. Je pense qu'on a un peu épuisé tout ce qu'on avait en stock. Euh, je pense qu'on va pouvoir repartir tranquillement ou au moins être en phase de latéralisation. Et en plus de ça, si on a les ETF Ether qui viennent d'apporter un coup de projecteur sur les cryptos en général, dont Bitcoin, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait vraiment un gros impact, en tout cas à court terme. Et si après ça s'accompagne avec d'autres mauvaises actualités, bah là ouais, forcément. Mais à l'instant T, vu que c'est la rentrée, c'est la fin de l'été, les investisseurs institutionnels vont revenir. Il y a un peu tout le monde qui en parle. Donc tu parlais de Larry Fink, mais il y a aussi Dell. Je sais plus c'est quoi son prénom, le PDG de Dell, qui parlait de Bitcoin, et Jimmy Dimon aussi qui dernièrement, là je crois que c'est hier, où Trump a dit ah, il a changé son point de vue sur Bitcoin. Enfin, tout le monde est un peu en train de pas changer d'avis, mais publiquement changer d'avis, de s'exprimer dessus. Donc même si en effet on n'est pas encore, enfin Bitcoin n'est pas encore considéré comme une réserve de valeur, et qu'il a encore cette image d'actif à risque, je pense qu'il va avoir ce double jeu pendant un certain temps, bah, une partie des investisseurs qui vont le prendre comme un actif à risque et l'autre partie qui vont le prendre comme une réserve de valeur.
euh, et c'est ce qui peut pousser le prix à la hausse euh, et en même temps entraîner tout le marché. Block, donc l'entreprise de Jack Dorsey, qui a créé sa nouvelle puce de minage qui est plus ou moins, enfin qui est plutôt performante. Et ils ont fait un partenariat avec Core Scientific. Core Scientific, donc, qui est un des plus gros mineurs au monde, qui ont une, euh, une puissance de calcul de 15 exahash. Je sais plus si j'ai mis les chiffres, c'est à peu près 4% du hash rate total. Et en fait, le partenariat. Ah non, c'est ça, c'est ce qu'ils vont leur fournir, les 15 exahash, mais ils ont déjà une vingtaine de. Il me semble qu'ils ont voilà, 26 exahash. Et donc, avec ce partenariat, ça leur permettrait de monter à 41 exahash, donc une puissance de calcul qui est quand même significative, ce qui représente 7% du hash rate. Donc, qui est plutôt inquiétant parce que c'est une entreprise états-unienne, donc qui est régulée aux États-Unis. Et si tu l'accumules, enfin, si tu ajoutes à ça les autres mineurs américains, on arrive à quand même une grosse partie du hash rate. J'avais fait le calcul, on tombe à environ 20 à 25% du hash rate qui est pas aux États-Unis, pas situé aux États-Unis, mais situé, enfin, qui sont gérés par des entreprises états-uniennes. Donc, ça pourrait, en cas de régulation ou d'attaque de gouvernement sur les entreprises par une régulation un peu plus stricte, ça pourrait impacter le Bitcoin, potentiellement venir à avoir ces 20%, 25% qui vont censurer des transactions, même s'il y a des mécanismes qui font que en fait, censurer des transactions, c'est pas rentable, mais c'est un futur qui est possible. Parce qu'en ce moment, il y en a pas mal. Il y a Trump qui a de plus en plus de soutien. J'ai vu là les fondateurs de A16Z, donc A16Z, Andreessen Horowitz, je sais plus comment est-ce qu'on dit. En tout cas, le plus gros fonds d'investissement au monde, quasiment, enfin en tout cas dans la tech. Et leurs deux fondateurs qui disaient être pro-démocrates depuis le début, ont annoncé soutenir Donald Trump et peut-être même organiser une collecte de fonds ou lui envoyer des fonds. Mais il y a Vitalik qui a publié un médium hier où il donnait sa vision de pourquoi est-ce que il faut faire attention avec tous ceux qui disent qu'ils sont pro-crypto. Vérifier un peu s'ils sont vraiment si pro-crypto que ça et qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment pour la vie privée? Est-ce qu'ils sont pour le chiffrement des communications, etc. Et est-ce que c'est pas uniquement pour aller gagner des voix aux élections, à pur but électoral? Et donc ça faisait suite au soutien des fondateurs de la CZ à Trump. Et, et d'ailleurs, il y a Arthur Hayes aussi, donc cofondateur de BitMEX, anciennement qui était anciennement chez BitMEX, qui l'a maintenant investi dans pas mal de projets crypto, qui pense que Donald Trump ne fait ça uniquement que pour être élu et qu'une fois qu'il sera élu, la crypto, il en aura strictement rien à faire et donc il milite, lui, Arthur Hayes, pour que les démocrates se saisissent un peu des cryptos et pas laisser la voie aux républicains. Je vous conseille d'ailleurs son médium Arthur Hayes, je trouve qu'il a une très très bonne vision du marché et il est vraiment très malin et en plus il a une bonne écriture de ses articles. D'ailleurs, on avait fait un sondage nous avec Cryptost. On avait demandé si euh, si le positionnement crypto d'un candidat ou d'un parti, les positions des partis ou des candidats sur les cryptos, ça pouvait impacter votre vote. Il y avait quand même 49% de gens qui mettaient oui. Alors bon, on est sur Twitter. Ça n'a pas forcément une grande, grande valeur, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui se basent là-dessus et c'est vrai que ça peut être discutable, notamment quand Trump, là, donc Trump qui a nommé un, un vice-président, J.D. Vance, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt pro-crypto. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Mais j'avais vu passer quelques petites choses
qui contrebalançait un peu le fait qu'il était pro-crypto, parce qu'il avait d'autres avis. Alors, on va pas faire de politique ici, mais il avait d'autres avis assez tranchés sur certains sujets comme l'avortement, comme le climat, comme etc. Donc, c'est forcément, est-ce que parce qu'il est pro-crypto, il faut absolument voter pour eux, même si on n'est pas d'accord avec les autres idées? Bon, je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense que c'est un peu. Enfin, se baser juste sur ça, forcément, c'est un peu ridicule. Mais après, entre les personnes qui disent qu'ils se basent que sur ça et ce qu'ils font dans la réalité, je pense qu'il y a quand même une différence. Et, mais ça peut être un bon indicateur, je pense, pour certaines personnes qui sont focus et qui n'ont pas forcément d'avis, qui sont entre guillemets apolitiques ou qui veulent pas se positionner. Et donc, ils se positionnent sur un sujet qui, eux, les intéresse. Mais c'est vrai que c'est assez dommage de réduire un candidat, un programme juste à la partie crypto. Et donc, ouais, vaut mieux approfondir sur les autres sujets. Je pense que c'est sûrement une question de priorité. Hmm. En fonction du programme de la personne. Bon, on sait tous que les programmes sont pas forcément toujours tenus, mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui est pro-crypto et qu'à côté de ça, il a des idées désastreuses, est-ce que tu vas pas laisser un petit peu de côté ton portefeuille crypto en te disant que peut-être tu vas gagner moins d'argent, mais que finalement, dans 10 ans, il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale, quoi. Donc je pense que c'est une question de priorité. Ouais. Et puis t'as aussi effectivement le fait, comme dit Xavius, que c'est de l'opportunisme, hein. Souvent. C'est vrai que bon, les politiques, voilà, s'ils peuvent grappiller des voix à gauche, à droite, un peu partout, j'imagine qu'ils s'en priveront pas. Et comme dit Vitalik, c'est regarder un petit peu plus loin et voir les positionnements qu'ils ont eus sur d'autres sujets qui tournent, alors autour de la crypto, ou en tout cas autour de la vie privée, du chiffrement, etc. C'est intéressant à regarder et à voir si c'est cohérent par rapport à son positionnement pro-crypto. En fait, peu importe qui tu votes, il y a un point positif et un point négatif. Je suis d'accord que pour la politique internationale, Trump est plus sage, entre guillemets. Mais pour la politique interne, c'est assez inquiétant sur plusieurs points. Et à l'inverse, Biden, c'est plutôt l'opposé. Et après, en fonction de notre position, en fait, un côté peut être positif, l'autre peut être négatif. Et donc ouais, c'est compliqué. C'est pour ça, se positionner juste parce qu'ils sont pro-crypto, c'est assez. Enfin, c'est résumé tout le débat à pas grand-chose au final. Si vous avez un petit peu regardé Polymarket, vous savez un peu les marchés prédictifs, euh, savoir un petit peu, vous pouvez parier sur qui sera élu, qui sera nominé, en tout cas, un petit peu parier sur les futurs, sur les événements futurs, dans le sport, dans la politique, dans sur tout type d'événements. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ça. Ça prend pas mal d'ampleur là, ces derniers temps avec la politique justement. Et qui est en tête, du coup, Biden ou Trump? Là sur Polymarket, qui est en tête? Alors moi j'ai pas parié sur ça, mais j'ai parié sur la nomination. Je vous partagerai après mon pari. J'ai eu le bon flair. Mais là sur Polymarket, donc le pari avec le plus de montants pariés, quand même 273 millions hein, sur qui sera élu Ouais. président des États-Unis. Donc c'est quand même balèze. Et là on a Donald Trump à 65%. 65% de chances que Est-ce que tu as Donald Trump un. soit élu d'après polymarket.com. Tu peux taper Ah, c'est pas ça. P-O-L-Y market. Non, Ok. non, ça c'est pas ça. Ça c'était Je pour pense voir ça. le montant qu'ils avaient levé. Et Et j'imagine que ça a explosé suite aux événements de ce week-end. ah bah depuis, je crois qu'il s'est fait tirer dessus. Depuis qu'il s'est fait tirer dessus, il me semble que les odds, enfin que les chances qu'il soit élu ont explosé. En fait, là où c'est intéressant, c'est que il y a quand même enfin, il y a des articles sur le Wall Street Journal, il y a des articles vraiment dans des gros médias américains qui se basent là-dessus pour faire des prédictions et estimer le pourcentage de chances qu'il soit élu. En fait, parce que il se pourrait bien que ce type de marché prédictif-là
soit bien plus cohérent, bien plus pertinent et bien plus proche de la réalité que les instituts de sondage. Pourquoi? Parce que les gens qui vont parier, entre guillemets, qui vont donner leur prédiction, bah, ils engagent un montant financier. Donc à partir du moment où tu engages un montant financier, bon, quand on t'interroge dans la rue, tu t'en fous. Tu peux dire n'importe quoi, ça t'engage en rien. Alors que là, quand t'engages un montant financier, bah, t'es quand même impliqué dans le truc et t'as tout tendance bah, aller choisir la bonne réponse, le bon choix. Et donc c'est assez intéressant parce que ça pourrait potentiellement remplacer un certain nombre d'instituts de sondage. Alors, et ce qui est assez sympa, c'est que une fois que tu as parié, tu peux revendre ton pari. En fait, moi, par exemple, j'ai parié sur le fait que qui allait être nominé là en 2024 pour les démocrates. J'ai parié sur Kamala Harris quand elle était à 14% de chance. Donc là, elle est passée à 45. Ça veut dire que je peux revendre mon bet, en gros mon pari de Kamala Harris, à des gens qui sont prêts à le racheter. Et donc, j'ai fait un petit, entre guillemets, x3, quoi, sur mon bet. Et donc, c'est comme ça que les gens s'achètent, revendent, et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver, bah, a priori, le pourcentage le plus réaliste. Ce qui est Ah, fou, c'est c'est que excellent. dans le pôle pour les présidentielles, Kamala Harris est passé devant Joe Biden. Ouais. C'est assez drôle comment les gens réagissent. Mais intéressant, je pense, de vous intéresser à ça, parce que, bon, déjà, ça peut être rigolo. Si vous êtes expert dans un domaine, enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi, hein. Par exemple, je sais pas, est-ce que Nadal va gagner la médaille d'or à Paris aux Jeux Olympiques? Enfin, vous avez des paris sur à peu près tout et n'importe quoi. Et si vous êtes expert d'un secteur, je sais pas, moi j'avais parié sur qui est-ce qui allait gagner la Palme d'Or à Cannes. J'avais mis n'importe quoi. Mais si vous êtes un peu connaisseur d'un secteur ou autre, bah, vous pouvez voir quand les cotes, entre guillemets, sont décorrélées de la réalité. Et en fait, vous allez avoir tendance à parier pour ce qui est le plus proche de la réalité, enfin, ce que vous pensez en tout cas être proche de la réalité. Et c'est comme ça que, euh, et c'est comme ça que leur outil fonctionne et qu'ils pensent que ce sera potentiellement le meilleur outil prédictif au monde dans les prochains mois, années, quoi. En Très plus du intéressant. fait ils ont levé 70 millions et qu'en plus, il y aura potentiellement un airdrop, évidemment, à ceux qui utilisent l'application. Tu Oui, m'as pareil. convaincu, Eh, c'est bon. vous pouvez lancer n'importe quel type de pari, hein. La longueur de la barbe de Marius dans un an se tient totalement, hein. Bon, après, il faudra que quelqu'un aille vérifier quand même pour pas Bah, qu'il triche. après ça, c'est ouais, c'est faussé. Je pourrais la couper, je peux tout mettre sur 0 centimètre et Ouais, Xavius. Peut-être le futur de l'Institut de sondage. Bon, on prépare toute une série d'articles là-dessus. Là, on a un article sur Polymarket qui arrive. On a déjà un article sur les marchés prédictifs. On va en faire une vidéo, etc. Parce que c'est sûrement une des grosses tendances qui va émerger, à mon avis, avec propulsée par l'élection américaine, mais qui, qui peut être déclinée tu peux parier sur tout et n'importe quoi. En Angleterre, il parie sur la couleur de la robe enfin, il pariait sur la couleur de la robe de la reine à l'époque. Enfin, le marché là-dessus est monstrueux, hein, je pense. Mais le fait de pouvoir trader en Paris, c'est génial. Génial. Ouais, c'est ça, c'était pas bloqué en fait. Et donc c'est pour ça en fait que les cotes, d'après eux, évoluent au plus proche de la réalité, quoi. Parce que chacun peut revendre, etc., etc. Oui, je veux dire, ouais, je vois le truc. C'est qu'au fil de l'eau, en fait, ça s'ajuste en fonction de la pertinence et la croyance des gens qui suivent ça, quoi. Et Ouais, forcément, comme il y a une grande exactement. quantité de personnes qui interviennent, bah forcément, tu touches plus que les 100 ou 1000 personnes qu'un institut de sondage pourrait contacter, quoi. et même Ouais. surtout ça Et là, montre l'engagement en fait. Si une personne pense quelque chose, oui, mais en fait si elle croit un petit peu ou si elle y croit beaucoup, dans un sondage c'est pas forcément indiqué. Alors que là, vu qu'il y a le montant de l'argent, bah, plus on va y croire, plus on va mettre de l'argent dessus. Donc c'est même peut-être encore plus précis que juste un oui ou non. Donc ouais, ouais, c'est vrai. Ah, du c'est coup, Voilà, il intéressant. suffit de voir, hein.
Moi, j'avais parlé donc sur Kamala Harris quand elle était à 14%. Biden, Covid, enfin, le pourcentage de chances que Kamala Harris soit nominée a explosé, quoi. C'est vraiment possible de remplacer Biden. Enfin, pour moi, quand le candidat a été choisi, il était choisi, quoi. Ça me paraît étonnant comme. Bah, ils peuvent poser une Bah, autre il n'a pas encore candidature. été choisi, justement. Ah, c'est Et pas il a fait quand. Ils ont les choisi préliminaires. Et c'est lui qui les a remportés. Donc, il a pas, c'est pas le 21 août, non? pour moi, c'était plutôt vers le mois de avril-mai, hein, que j'avais regardé, justement. Après, je ne connais pas particulièrement bien Ah non, t'as peut-être le raison. Et processus en fait, électoral américain, mais la seule manière, donc, ce serait que ce soit lui qui abandonne de son côté, tout seul. ça paraît logique, ouais. Mais peut-être comme Kamala Harris est du coup la potentielle vice-présidente, bah, peut-être que c'est pour ça, c'est si lui se désiste, bah, c'est elle qui prend la place. Mais peut-être que si les deux candidats se désistent, en effet, ils peuvent peut-être pas. On nous confirme dans le chat, c'est lui qui doit se résigner. Hmm. Ouais, mais je crois que tout le monde dans le camp des démocrates le pousse à se résigner, et il me semble qu'il n'y a que sa famille, sa femme, etc., qui le poussent, entre guillemets, à poursuivre. Ouais, même pour sa santé, c'est problématique, quoi. Ah, mais c'est vrai que ouais. On va pas juger, mais sans doute un grand homme, mais bon, là, il montre quand même des signes de Ouais. fatigue. Bah ouais, il y a plusieurs vidéos qui comparent sa campagne enfin, sa dernière campagne et sa campagne là maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. Et avant, il était beaucoup plus dynamique et aujourd'hui, il part quand même très lentement et c'est pas très compréhensible. Il bafouille beaucoup. D'accord, il aurait tweet qu'un avis d'un médecin pourrait le pousser à abandonner sa candidature. Ça serait un rebondissement, en tout cas, dans un processus électoral qui voit déjà tout le monde Trump être élu, hein. Bah ouais, mais après, est-ce que le médecin est fiable? C'est ça aussi. Ouais, tu prends deux, trois avis quand même dans ce cas-là, je pense. Ouais, je pense. Il y a Grayscale qui a lancé un fonds sur l'IA décentralisée là, pour revenir un petit peu aux semi-conducteurs dont on parlait au début. Le Grayscale Decentralized AI Fund, avec cinq tokens dedans. NIR, Render, Bitensor, Filecoin et LifePeer. Je sais pas si tu avais suivi un peu Coben. Non, mais je suis étonné qu'ils aient pas mis FET, Océan et Agix, enfin, le futur ASI, là. Je sais pas sur quoi il se base pour. Parce qu'il me semble que Tao est plus capitalisé que LifePeer, donc si je me trompe pas. il y a- Ouais, il a bien baissé le Bit Store, mais c'est vrai qu'il fait quand même figure de favori dans ce marché-là, quoi. C'est pour ça que je Ouais. parlais de FET aussi avec ASI, c'est un peu les deux favoris selon moi. Mais on a plus l'impression que c'est quelque chose de infrastructure décentralisée, que ce soit IA ou marché de la puissance de calcul, de stockage. Enfin, c'est plus un truc un peu d'épine IA, on dirait qu'ils ont fait. Ouais, ils ont dû Mais mettre c'est l'IA intéressant parce en que tout c'est cas. un peu tendance. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. 33% NIR, 25% Render, 30% Filecoin, 3% Bitensor. En même temps, Bitensor, avec ce qui s'est passé récemment, peut-être que ça leur a fait un peu peur. Ouais, ça a marqué le bas du marché pour l'instant sur Bit Tensor. Et ouais, à voir ce que ça va donner, effectivement, là-dessus. Les cryptos, je regardais un peu comment ça avait évolué. Bon, NIR, ça a perdu 2% en 24 heures. Alors, est-ce que c'est l'actu géopolitique ou autre qui a impacté tout ça? Bitensor, on a perdu 1%. Euh, Render, on a perdu 6%. Bon, la news a pas l'air d'être ultra, ultra bullish, en tout cas, pour ces cryptos-là. Alors, sur le coup, je crois que ça a augmenté, mais, euh, mais après, ça a rebaissé derrière. Ouais, Render, ça fait peur, hein. Render, ils sont en train de rebrand. Après, il y a un peu de fun en ce moment sur le projet. Donc, Quel je projet? pense qu'il. Render. Render, il passe sur Render pour le coup en termes de. Il me semble. Mais ils sont en train effectivement de rebrand.
Après, il y a un petit peu de FUD, comme quoi la valorisation du projet est surdimensionnée par rapport à, à ce que le projet produit réellement. Donc, et ça peut impacter un petit peu l'action des prix. Ici, le 5 juillet, on repasse en positif. Donc on a une petite période de positif ici. Peut-être montrer sur Soso Value. Et donc là, on avait une grosse période de négatif, donc qui était ici, quoi, pendant la baisse du cours du Bitcoin, là, en blanc. Et au bottom, on avait eu quelques jours de répit, puis on a rebaissé pour aller chercher les 53 000, je crois, à ce moment-là. Et on a eu 2 jours de baisse. Et au moment où on est repassé en positif, c'est le 5 juillet, soit en fait le, le bottom, en fait. Je vais passer en journalier. Voilà, 5 juillet. Donc ça montre qu'ils sont soit très en avance, les investisseurs institutionnels, soit en fait que c'est eux, clairement, qui participent à poser un bottom, à défendre une résistance ou un support. Et donc c'est assez intéressant à suivre quand on voit des changements de direction comme ça. Et donc là, dernièrement, on a enchaîné donc lundi, mardi, 700 millions de volume, plus 50 millions hier, mercredi. Donc ça nous fait 775 à peu près, 76 millions de volume en 3 jours, ce qui est plutôt conséquent et important, surtout quand on voit que... C'est du volume net positif, ça, hein. Oui, oui, c'est le volume net positif. Ouais, sur le côté quantité de grand public, je sais pas, hein. Si tu regardes les indicateurs comme Google Trends ou autres, on voit quand même qu'il y a peu de. Alors peut-être que c'est des indicateurs qui nous montrent les nouveaux arrivants. Ouais, Google Et Trend, quand on ouais. parle de retail, c'est peut-être plus par rapport aux nouveaux arrivants, en fait, mon propos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu finalement de nouveaux arrivants. Voilà. Ouais. Bah ouais, si tu regardes les datas c'est la Dan qui sortait ça, où on était environ un peu plus de 10% de Français qui détiennent des cryptos. Bah ça stagne, en fait, ça fait plusieurs années qu'on passe par entre 8 et je crois 12% sur 3-4 ans. Donc ça stagne un petit peu, on n'a pas beaucoup de nouveaux entrants, mais les anciens utilisateurs sont toujours là. Donc Ah non, on le voit hein, sur Cryptost, hein. On a eu un pic à partir d'entre novembre et avril, pic monstrueux, mm, euh, des chiffres qu'on avait quasiment jamais fait. Et puis d'avril jusqu'à il y a 3, 4 semaines, la descente tous les mois, il y avait moins de gens qui visitaient Cryptost. Et là, depuis 2, 3 semaines, ça commence à se réveiller quand même. Là, on constate qu'on a une belle reprise. Je dirais le trafic a presque doublé là en quelques semaines. Donc, est-ce que le retail se réveille? Je sais pas. À suivre. Le problème, c'est que sur Cryptost, on time les tops du marché, mais en retard. C'est la problématique qu'on a. ouais, c'est encore un mauvais indicateur. Hmm. Mais ouais, ça montre un peu la latence Ouais. des gens qui viennent quand les marchés augmentent. Et quand ça descend, ils sont encore dans ce mood de oh, ça va monter. Donc c'est sûrement pour ça qu'on a un petit décalage. Ça serait peut-être intéressant de publier genre une fois par mois l'activité mensuelle et le niveau de visite du site en mettant en évidence les articles les plus visités, tu vois. Ça permet Mm. également d'aiguiller les lecteurs tout en donnant des informations sociales intéressantes, je pense, sur le marché. Ouais, les sujets les plus qui ont attiré le plus de gens, les cryptos les plus visités, les cours des cryptos les plus visités, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Pas bête, les recherches sur le site, ce que les gens ont le plus recherché. Je reviens sur ce que tu disais, Coban, hein. Le retail, sur quoi est-ce qu'il va rentrer? Je pense qu'il y a une théorie qui est totalement plausible et qui est, pour la majorité du retail, crypto égale casino. Ils en ont rien à faire du GPU décentralisé, Layer 2, Zero Knowledge Proof, qui va permettre de faire du computing, je ne sais pas quoi. Donc, crypto égale casino, ou alors égale s'amuser. Du coup, même coin. Du coup, les capitaux du retail vont affluer sur les mêmes coins. D'ailleurs, c'est même la thèse une partie de fonds d'investissement qui achètent du WIF, qui achètent du PP, qui achètent du BONK, etc.
Donc, moi, je serais pas curieux de voir, enfin, je serais pas étonné de voir les mêmes coins surperformer une bonne partie des cryptos sur le prochain cycle, hein. Eh ben, écoute, on verra. Il y a juste le Doge, moi, je trouve, qui est un peu à la peine, là, qui a du mal à attirer les capitaux. Il y a pas Elon derrière lui et c'est du mal à décoller quand même. Ouais. Et presque au plus bas, hein. Fini, c'est fini Doge. Maintenant, c'est Dog with Hat. La relève est là. Ouais, Bonk, Brett, il y en a tellement là. Regarde dans le top 100 tout ce qu'il y a comme meme coin, tu prends un peu peur quand même. Ouais, même le Wi-Fi, il est pas très. Enfin, ça, c'est catastrophique, quoi, son mouvement. Il fait des belles mèches, quoi. Là, sur cette semaine, il y a une belle reprise quand même, hein. Ouais, c'est sûr, si Dodge 9ème capitalisation, c'est un peu complexe. Quand t'as un token qui sert à rien et qui est autant capitalisé, c'est difficile de le voir surperf, quoi. Parce qu'il n'y a aucun projet, quoi. Même la blockchain n'est pas très performante. C'est pas très intéressant de la Ce que voir. je te dis, les gens, ils s'en foutent du projet, le retail, ils s'en foutent. Ouais, mais c'est pour Dogecoin, ça. c'est le même coin de référence. Et puis, Quand tu penses mais même coin, surtout comme la distribution du token est très centralisée, c'est-à-dire à partir du moment où ça pump, bah, ceux qui en détiennent beaucoup vont tout dump en fait. Donc on arrive un peu à une saturation, je pense, du prix du Doge. Et je pense que les gros porteurs auront presque tout vendu une partie du moment où, si on commence à dépasser le dernier ATH, ils vont commencer à tout dump. Donc enfin, ça serait le mouvement le plus smart pour eux, quoi. De là à se dire qu'on va recommencer la même chose indéfiniment, après, faut voir la capitalisation du Dodge, quoi. Moi, je veux bien qu'on aille chercher les 10 dollars de Dodge, mais après, c'est dans quel état sera le dollar, quoi. Et le Link. Alors moi, j'évite de parler du Link en public parce que je suis un peu trop bullish sur le Link. Ouais, Link, c'est très prometteur, mais bon, pareil, quoi. En fait, ça dépend trop de la superbe des altes. Ouais. Link est en train vraiment de et construire quelque chose de très très solide, hein, sur le long terme, je pense. Ouais, ouais, là, son bottom était t'es vraiment propre. bullish, Perso, j'étais rentré bullish d'un ici. point de vue technique. Je parie plus de fondamentaux. Je pense que c'est un projet qui est et qui sera sans doute incontournable. Donc, je suis assez convaincu que tôt ou tard, la partie technique finira par être, enfin, on va dire que la valorisation du token finira par dépasser son ancien ATH. Je suis assez convaincu. Pas quand, mais un jour. Après, il y a combien d'inflation sur le Link? Le Link, je crois qu'il y a 60% là qui a été de la supply qui est en circulation. En inflation, j'ai plus trop ça en tête, mais elle est relativement faible. Ouais, donc Parce que Enfin, je vérifie ça. assez inespéré, quoi. Parce que si t'as encore 40%, ça veut dire déjà il y a combien qui est sorti depuis le dernier top? Combien de pourcents de la capitalisation qui est sortie depuis 2021? Je Faut l'avais voir mis sur plutôt en CR, termes mais de je peux cap. pas conserver ça dans ma tête. parce que parce que Chainlink, donc bon, évidemment, ils sont incontournables au niveau des oracles, mais ils ont aussi développé le protocole CCIP, c'est ça? C'est Ouais, du cross-chain. C'est un SSJ, peu ce oui. qui est utilisé pour bridger. Ouais, c'est ce qui est utilisé par Layer 0. Alors, je crois que Layer 0, ils ont leur propre truc, mais c'est un concurrent donc de Layer 0. Et il y a Coinbase qui construit par-dessus, c'est ça? Enfin, qui utilise leur tech pour faire du bridge entre blockchains. En fait, ils sont un peu dans tous les trucs les plus porteurs. Effectivement, c'est historiquement un oracle. Ça, c'est déjà. La DeFi repose sur l'utilisation de Chainlink de manière assez générale. Bon, il y a des concurrents qui sortent, hein, évidemment. Pas 100% du marché, mais Chainlink, c'est l'oracle le plus utilisé et qui a prouvé depuis quelques années maintenant qu'il répondait à de la volatilité excessive, donc c'est solide. Effectivement, le cross-messaging qui se développe avec CTIP et qui permet à Chainlink de faire de la concurrence à des projets de Layer 0, comme tu le disais. Et tu as en plus, selon moi, hein, la partie tokenisation. Chainlink travaille sur la tokenisation des actifs aujourd'hui, parce qu'il le positionne quand même dans un narratif qui est celui des RWA, et donc qui est assez intéressant, notamment pour travailler avec des gros instituts comme BlackRock.
Donc c'est vrai qu'il faut voir aussi, c'est que dans une entreprise, quand tu travailles déjà avec une autre société en partenariat, en l'occurrence la DeepL qui travaille avec Chainlink ou d'autres sociétés qui travaillent avec Chainlink, quand un nouveau produit sort, bah, tu auras toujours tendance à confiance en fait à ton partenaire historique plutôt que d'aller chercher de nouveaux produits. Et je pense que pour cela, Chainlink, ils ont quand même une position très très favorable au sein de l'écosystème parce qu'ils dialoguent quasiment avec tout le marché, quoi. Yes. Super. Eh bien, merci beaucoup. Salut à tous. Bon appétit et puis bonne journée. À Ciao. bientôt. À plus, salut.